Jusqu'où peux-tu courir quand le danger porte ton nom, ton sang et tes propres souvenirs? On croit toujours connaître sa destinée, jusqu'au jour où elle se retourne contre nous. Tinari, elle, pensait n'avoir qu'un choix, obéir ou disparaître. Mais il suffit parfois d'une seule nuit, d'un seul souffle d'instinct pour renverser des siècles de tradition. Je ne m'étais jamais demandé ce que le désert pouvait révéler, jusqu'à ce que son histoire me l'apprenne. Dans le Ténéré Azrak, le sable ne cache jamais rien. Il déterre tout, surtout la vérité qu'on aurait préféré oublier. Reste jusqu'au bout. Tu verras comment une fuite peut devenir une renaissance et comment la pire trahison peut forger la plus farouche des libertés. Si tu es prêt à suivre Tinari dans le ventre brûlant du désert, like et abonne-toi. L'histoire commence. Le vent du désert, le harmattan, portait avec lui le sable fin et les murmures des anciens. Pour Tinari, 19 ans, il portait ce jour-là une odeur de cendre et de faim. Assise devant son métier à tisser, ses doigts agiles dansaient sur les fils tendus, créant des motifs complexes qui racontaient les légendes de son peuple, les Kelzahar, les seigneurs du Ténéré Azrak. Chaque nœud était une syllabe, chaque couleur un sentiment. Elle tissait la course d'une gazelle, la solitude d'une étoile, la bravoure d'un ancêtre. Mais aujourd'hui, ses mains tremblaient, et les fils semblaient s'emmêler en un présage funeste. Son père, l'aménocal Idriss, chef respecté mais au visage durci par le soleil et les responsabilités, se tenait à l'entrée de leur tente en cuir. Sa silhouette massive bloquait la lumière, projetant une ombre qui engloutissait Tinari et son ouvrage. À ses côtés se tenait Malik, son frère aîné, le regard fuyant, ses mains jouant nerveusement avec la poignée de son takuba, l'épée traditionnelle. « La décision est prise », annonça Idriss d'une voix qui ne tolérait aucune contestation. « Tu seras l'épouse d'Amastan, le chef des Kelaswad. » Le nom frappa Tinari comme un scorpion. Amastan. Un homme dont l'âge était le double du sien, dont la cruauté était aussi légendaire que les trésors qu'il avait pillés. On disait qu'il avait 3 épouses et qu'aucune ne souriait jamais. Les Kelaswad étaient leurs voisins belliqueux, un clan des montagnes noires dont l'amitié était aussi fiable que l'eau d'un mirage. « C'est une alliance, ma fille », continua Idriss, adoucissant à peine son ton. « Une alliance nécessaire. Leurs guerriers protégeront nos routes caravanières du sud. En échange, la paix sera scellée par ton sang uni en sien. C'est ton devoir envers les Kelzahar. » Tinari sentit ses poumons se vider. Le devoir. Un mot lourd, écrasant, qui la liait à un destin qu'elle n'avait pas choisi. Elle leva les yeux vers son frère, cherchant un soutien, une lueur de protestation. Malik détourna le regard, marmonnant. « Père a raison, Tinari, c'est pour le bien de tous. » Mais elle vit la tension dans sa mâchoire, une ombre dans ses yeux qu'elle ne sut interpréter. « Et mon avis, mon cœur » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « N'ont-ils aucune valeur ?» Un cœur de femme est un luxe que le clan ne peut s'offrir en temps de péril, trancha Idriss. Tu te prépareras. La caravane d'Amastan arrivera à la prochaine pleine lune. Sur ces mots, il tourna les talons et quitta la tente, la laissant seule avec son frère et le silence assourdissant de son avenir brisé. Le magnifique tapis qu'elle tissait, représentant un oasis secret baigné de lumière, lui parut soudain une moquerie. Il n'y avait pas d'oasis pour elle, seulement un désert de chagrin. Plus tard dans la soirée, alors que les étoiles piquetaient le velours noir du ciel, Malik la rejoignit près du feu. Il s'assit à ses côtés, le visage empreint d'une sympathie qu'elle désespérait trouver. « Je suis désolé, ma sœur, » dit-il doucement. « Je sais ce que tu ressens. Amastan est une brute. Si je le pouvais, je te soustrairais à ce sort. » Une lueur d'espoir fragile naquit en Tinari. « Fais-le, Wanik. Parle à père. Dis-lui qu'il commet une erreur. » Malik secoua la tête, un air de regret sur son visage. Sa parole est aussi immuable que la course du soleil. Il ne reviendra en arrière. L'honneur du clan est en jeu. Il marqua une pause, se penchant vers elle comme pour lui confier un secret. Mais si tu devais disparaître, si le désert te réclamait avant l'arrivée d'Amastan, père serait dévasté, mais l'honneur serait sauf. Il ne pourrait livrer une fiancée perdue. L'idée, folle et terrifiante, prit racine dans l'esprit de Tinari. Fuir. S'enfoncer seul dans le Ténéré Azrak. C'était une condamnation à mort presque certaine, mais une mort libre valait mieux qu'une vie en cage. « Où irais-je » demanda-t-elle.
le cœur battant à tout rompre. Il y a un ancien chemin de contrebandier, chuchota Malik, traçant une ligne invisible dans le sable. Il mène vers l'est jusqu'aux ruines de Tikkun, où personne n'ose s'aventurer. De là, tu pourras rejoindre les tribus libres du sud. Je te tracerai une carte, je te donnerai de l'eau, des dattes, je ferai diversion pendant la nuit de la nouvelle lune. C'est la seule chance. La gratitude submergea Tinari. Elle serra la main de son frère, des larmes piquant ses yeux. Il était son sauveur, son allié dans ce monde d'hommes et de traditions inflexibles. Elle ne voyait pas le brief éclair de calcul qui brilla dans ses yeux avant qu'il ne le dissimule sous un masque de compassion fraternelle. Dans l'ombre, le serment de mariage venait de se transformer en un pacte de fuite, scellé non pas sous un acacia vivant, mais à l'ombre de la mort promise. 3 nuits plus tard, le ciel était une toile d'encre sans lune. Le campement des Kelzar dormait, les feux réduits à des lits de braise rougeoyantes qui pulsaient comme des cœurs fatigués. Seul le souffle régulier des chameaux et le chuchotement incessant du vent sur le sable brisaient le silence. Pour Tinari, chaque son était amplifié, chaque ombre une menace potentielle. Vêtue de couches de tissu sombre, son visage voilé, elle se déplaçait avec la furtivité d'un fennec. Son cœur battait à un rythme si frénétique qu'elle craignait que tout le campement ne l'entende. Dans un sac de cuir qu'elle portait en bandoulière, elle avait tassé le strict nécessaire. Des galettes de pain dur, une poignée de dattes, un couteau au manche d'os. Et, le plus précieux, la gourde en peau de chèvre que Malik lui avait donnée, pleine à ras-bord. Il lui avait aussi glissé un rouleau de peau contenant une carte sommaire dessinée au charbon. Elle arriva à l'endroit convenu, derrière l'enclos des jeunes chameaux. Malik l'attendait, une silhouette indistincte dans l'obscurité. « Tout est prêt » murmura-t-il, sa voix tendue. Tinari hocha la tête, incapable de parler. La peur lui nouait la gorge. « Marche vite et ne te retourne pas » la pressa-t-il. « Suis la constellation du chacal jusqu'à l'aube. La carte te guidera ensuite. L'oasis de l'aigle mort est à 2 jours de marche. L'eau y est saumâtre, mais elle te gardera en vie. Fais attention, ma sœur, que les djinns du sable te protègent. » Il lui pressa l'épaule, un geste à la fois d'encouragement et d'adieu. Tinari lui rendit son étreinte, une vague de reconnaissance et de tristesse la submergeant. Elle quittait tout ce qu'elle avait toujours connu, sa famille, son peuple, les paysages familiers de son enfance. Elle se retourna une dernière fois vers la tente de son père, une masse sombre sous les étoiles. Une larme solitaire traça un sillon froid sur sa joue. Puis, elle se tourna vers l'immensité du désert et commença à marcher. Le sable, encore frais de la nuit, s'affaissait sous ses sandales. Les dunes s'élevaient autour d'elle, comme des vagues figées dans un océan d'ocre et de noir. Elle se sentait minuscule, une fourmi fuyant la destruction de sa fourmilière. Le silence était total, oppressant. C'était un silence vivant qui semblait l'observer, la juger. Elle marcha pendant des heures, le rythme de ses pas et de sa respiration devenant une sorte de prière mécanique. La constellation du chacal était son unique guide, un ensemble d'étoiles scintillantes, indifférentes à son sort. Quand les premières lueurs de l'eau peignirent l'horizon de teintes violettes et orangées, elle chercha un abri pour passer la journée, trouvant refuge dans le creux d'un affleurement rocheux qui la protégerait du soleil impitoyable. Épuisée, elle s'assit et but une petite gorgée d'eau. Elle sortit la carte de Malik. Le dessin était simple, presque enfantin. Une ligne brisée menant à un cercle marqué « Oasis ». Une autre ligne continuait vers des formes anguleuses intitulées « Ruines ». C'était son chemin vers la liberté. Pendant que Tinari s'endormait d'un sommeil agité, à des lieues de là, le camp des Kelzar s'éveillait dans le chaos. La nouvelle de sa disparition se répandit comme une traînée de poudre. La fureur d'Idriss fut terrible. Tel un lion blessé, il fit irruption hors de sa tente, son visage un masque de colère et d'humiliation. Qu'un de son sang, sa propre fille, ose défier sa parole et déshonorer leur nom, était un affront insupportable. Amastan et ses guerriers arriveraient bientôt, et il n'aurait qu'une honte à leur offrir. Malik se tenait à ses côtés, jouant parfaitement le rôle du frère choqué et inquiet. « Comment a-t-elle pu faire ça, père ? Partir seule dans le Ténéré, c'est un suicide. » « Elle a choisi la mort plutôt que le devoir, » gronda Idriss.
Mais elle ne l'aura pas si facilement. Elle doit être ramenée, vivante. Son regard balaya l'assemblée des hommes qui s'étaient rassemblés. Il s'arrêta sur une silhouette haute et silencieuse, appuyée contre un pilier de la tente du conseil. Un homme dont le visage était à moitié caché par son tagelmust indigo, ne laissant voir que des yeux sombres et perçants, habitués à lire les secrets du sable. « Jabari !» appela Idriss. L'homme s'avança sans hâte. Jabari n'était pas un homme de mots, mais d'actes. Il était le meilleur pisteur du clan, peut-être de tout le désert. On disait qu'il pouvait suivre la trace d'une fourmi sur la roche et sentir la direction du vent 3 jours à l'avance. Il était loyal, efficace et solitaire. « Aménokal », salua-t-il simplement, sa voix grave comme le grondement lointain d'un orage de sable. « Ma fille a fui », dit Idriss, les mots chargés de venin. « Tu la retrouveras, tu la ramèneras ici. Elle doit être devant moi avant la prochaine lune. » Jabari resta silencieux un instant, son regard insondable fixé sur le chef. Il n'aimait pas cette mission. Chasser une jeune femme effrayée n'avait rien de glorieux. C'était une affaire de famille, sale et triste. Mais l'ordre de l'Aménokal était la loi. « Ces traces seront froides, » dit-il enfin. « Le vent de la nuit a déjà fait son œuvre. »« Alors lis dans le vent !» explosa Idriss. « Lis dans les étoiles s'il le faut, mais ramène-la !» Sans un autre mot, Jadari hocha la tête en signe d'acceptation. Il se tourna et se dirigea vers son méhari, un chameau de course à la robe blanche, aussi endurant et silencieux que son maître. Il vérifia ses outres d'eau, prit une poignée de nourriture et son fusil. Il n'avait pas besoin de plus, le désert lui fournirait le reste. Avant de partir, son regard croisa celui de Malik. Le frère de Tinari lui fit un signe de tête plein d'une fausse angoisse. « Fais vite, Jabari, ramène-la saine et sauve. Je crains pour elle. » Jabari ne répondit pas, mais quelque chose dans le regard trop insistant de Malik éveilla en lui une infime méfiance. Il avait passé sa vie à observer, et il savait que le danger ne venait pas toujours de face. Il monta sur son méhari et s'élança vers l'est, là où le soleil commençait à peine son ascension brûlante. Il n'avait pas besoin de suivre les traces de pas de Tinari déjà effacées. Il suivait quelque chose de plus subtil, la logique de la peur. Une fugitive chercherait l'eau, mais éviterait les pistes connues. Elle chercherait un abri, mais un abri qui ne serait pas évident. Il n'était pas seulement son poursuivant, il était déjà dans sa tête. L'ombre de Jabari s'étira sur les dunes, longue et déterminée, commençant une chasse silencieuse à travers l'immensité du Ténéré Azrak. 2 jours. 2 jours que Tinari était seul avec le soleil pour bourreau et la lune pour unique confidente. Le désert n'était pas vide, comme elle l'avait imaginé. Il était plein d'une vie subtile et hostile. Des scorpions se cachant sous les pierres, des vipères des sables se fondant dans le décor, et le silence, toujours ce silence écrasant qui la forçait à écouter le tumulte de ses propres pensées. La soif était devenue sa compagne constante, une brûlure dans sa gorge que les petites gorgées d'eau tiède de sa gourde ne faisaient qu'apaiser temporairement. Le jour, elle se terrait dans n'importe quelle ombre qu'elle pouvait trouver, le visage et le corps entièrement couverts pour se protéger du soleil qui martelait le monde de sa lumière blanche et aveuglante. La nuit, elle marchait, naviguant grâce aux étoiles et à la carte de Malik qui commençait à se froisser entre ses mains moites. Le 3e jour, alors que l'épuisement menaçait de la faire sombrer dans le délire, elle aperçut quelque chose à l'horizon. Pas l'oasis qu'elle cherchait, mais une formation rocheuse inhabituelle, une série de piliers de grès sculptés par le vent en formes étranges et fantomatiques. Poussée par la curiosité et le besoin désespéré d'un abri plus conséquent, elle changea de cap et se dirigea vers eux. En s'approchant, elle découvrit que les rochers formaient un labyrinthe naturel, offrant des passages ombragés et frais. Sur les parois lisses de la pierre, elle vit des gravures. Des centaines de gravures anciennes, représentant des scènes de chasse, des troupeaux de girafes et d'éléphants, des animaux qui n'existaient plus dans cette partie du monde depuis des millénaires. C'étaient les œuvres des anciens, les premiers habitants du désert, à une époque où il était une savane merdoyante. Tinari laissa ses doigts courir sur les contours d'une silhouette humaine aux bras levés vers le ciel. Elle se sentit soudain moins seule. D'autres, avant elle, avaient traversé cette terre. Ils avaient vécu, aimé, souffert et survécu ici. Leur esprit semblait imprégner les pierres. C'était un lieu sacré,
un lieu de mémoire. Elle trouva une petite grotte, à l'abri des regards et du vent. À l'intérieur, le sol était couvert de sable fin et doux. C'était le refuge parfait. Elle décida d'y rester une journée entière pour reprendre des forces avant de repartir à la recherche de l'oasis de l'Aigle Mort. Alors qu'elle s'installait, quelque chose attira son attention. Près de l'entrée de la grotte, à moitié enfoui dans le sable, se trouvait un petit objet. Elle le déterra. C'était un talisman en argent, finement ciselé, représentant un scarabée. Ce n'était pas une relique des anciens. Il était beaucoup plus récent. Elle le reconnut immédiatement. C'était le genre de travail que seuls les artisans des Kalaswat savaient faire. Un frisson glacial la parcourut malgré la chaleur. Que faisait un objet des Kalaswad ici, dans ce lieu isolé et oublié de tous? C'était un mauvais présage. Le sentiment de paix que les gravures lui avaient procuré s'évanouit, remplacé par une anxiété renouvelée. Elle n'était pas aussi seule qu'elle le croyait. Le monde qu'elle fuyait semblait avoir des tentacules qui s'étendaient même jusqu'ici. Elle serra le talisman froid dans sa paume, réalisant que le désert ne cachait pas seulement les esprits des ancêtres, mais aussi les échos bien plus récents et menaçants des hommes. L'aube du 4e jour apporta avec elle un changement. L'air était plus lourd, et le vent avec une nouvelle voix, plus basse, plus menaçante. Tinari sentait un danger imminent, une tension palpable dans l'atmosphère. Elle quitta le refuge des roches gravées et reprit sa route vers l'oasis promis. Pendant ce temps, Jabari progressait avec une efficacité silencieuse. Il avait suivi non pas ses traces, mais sa trajectoire probable. Il avait deviné qu'elle chercherait un abri pendant la chaleur du jour, et il avait inspecté chaque formation rocheuse, chaque dune creuse sur son chemin. Il ne l'avait pas trouvée dans les roches gravées, elle était partie juste avant son arrivée, mais il avait trouvé ses traces fraîches, là où le vent matinal ne les avait pas encore effacées. Il savait qu'elle n'était plus très loin. Il la vit en fin d'après-midi. Une petite silhouette sombre se déplaçant lentement au milieu d'une mer de dunes dorées. Elle était tenace, il devait le lui accorder. La plupart des gens se seraient effondrés ou perdus depuis longtemps. Il pressa doucement le flanc de son méhari, qui accéléra sans bruit sur le sable mou. Tinari l'entendit avant de le voir, un son presque imperceptible, le glissement du sable sous les larges pattes d'un chameau de course. Son sang se glaça. Elle se retourna et vit une silhouette se détacher du sommet d'une dune lointaine, se rapprochant à une vitesse effrayante. La panique la saisit. C'était un poursuivant, de son clan, ou pire, des hommes d'Amaston. L'instinct de survie prit le dessus. Elle se mit à courir, trébuchant dans le sable profond. C'était une course absurde, désespérée. La gazelle contre le guépard. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le distancer en terrain découvert. Son seul espoir était d'utiliser le paysage à son avantage. Elle aperçut un champ de roches acéré et de petites crevasses, une zone dangereuse où un méhari ne pourrait pas galoper. Elle mit toutes ses forces restantes dans un sprint vers ce terrain accidenté. Jabari la vit changer de direction. Il comprit immédiatement sa stratégie. Intelligent. Il aurait fait de même. Il ne la força pas, ne la pressa pas. Il descendit de sa monture et continua à pied, son fusil sur l'épaule, se déplaçant avec une aisance déconcertante sur le sol instable. Ce n'était plus une chasse, mais un jeu de patience. Tinari se glissa entre deux rochers, le cœur battant contre ses côtes. Elle sortit son petit couteau, une arme dérisoire mais la seule qu'elle possédait. Elle attendit, retenant son souffle. Elle entendit le bruit de ses pas, régulier, calme. Il ne la cherchait pas frénétiquement. Il savait exactement où elle était. Une ombre se projeta sur sa cachette. Elle leva les yeux et vit Jabari se tenant au-dessus d'elle, son visage impénétrable derrière son voile. Il ne pointa pas son arme. Il la regarda simplement de ses yeux sombres. « Tu as assez couru, Tinari. Ton voyage s'arrête ici. L'amène au calme en voie. » La rage et le désespoir submergeaient la peur de Tinari. « Je ne retournerai pas! Je ne serai pas la marchandise de mon père ni le jouet d'Amastan !» Dans un geste fulgurant, elle se jeta sur lui, son couteau brillant sous le soleil couchant. Jabari ne parut même pas surpris. Il para son attaque avec son avant-bras, le choc faisant vibrer le métal. Il ne la frappa pas. Il utilisa son élan contre elle, la déséquilibrant. Elle tomba lourdement sur le sable. Le couteau lui échappa des mains. Il se tenait au-dessus d'elle, impassible. « Ta danse est terminée. Ta volonté est forte. Mais le désert a des lois plus anciennes. Et la parole de ton père en est une. » Il ramassa son couteau et le lui tendit. Poignée la première. Un geste étrange, presque respectueux. Tinari, vaincue et à bout de force, resta au sol, des larmes de frustration et de fatigue coulant sur son visage poussiéreux. La danse du sable et de l'acier était terminée. Elle avait perdu. Jabari n'était pas un geôlier cruel. Il l'aida à se relever, lui offrit de l'eau de sa propre outre, une eau fraîche et pure qui contrastait avec le liquide tiède et au goût de cuir de la sienne.
Il ne la lia pas, mais la simple présence de son autorité silencieuse était une chaîne plus solide que n'importe quelle corde. « Nous repartons au lever du jour, dit-il. Nous campons ici pour la nuit. » Tinari, résigné, hocha la tête. Tandis qu'il préparait un petit feu avec quelques brindilles sèches qu'il semblait matérialiser du néant, elle sortit sa carte, le dernier vestige de son espoir brisé. « Où allais-tu » demanda Djabari, son regard se posant sur le morceau de peau. « Vers l'oasis de l'Aigle mort, répondit-elle d'une voix lasse. Mon frère m'a dit que je pouvais y trouver de l'eau. » Djabari se figea. Il prit la carte des mains de Tinari et l'examina à la lueur des flammes naissantes. Son expression, habituellement neutre, se durcit. Un pli, presque imperceptible, se forma entre ses sourcils. « L'oasis de l'Aigle mort » répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait un poison. Il n'y a pas eu une seule goutte d'eau potable à cet endroit depuis la grande sécheresse de ma jeunesse. Les bêtes qui y boivent meurent en moins d'une journée. Les anciens disent que le lieu est maudit par un djinn vengeur. Tinari le fixa, le cœur serré. « Non, c'est impossible. Malik m'a assuré. Il m'a dit que l'eau était saumâtre, mais potable. Ton frère n'a pas quitté le campement principal depuis plus de 2 ans, répliqua Djabari sèchement. Que sait-il des points d'eau éloignés? Il t'a envoyé à la mort, Tinari. Par ignorance ou pour une autre raison. La dernière phrase resta suspendue dans l'air froid de la nuit. Une autre raison. L'idée était si monstrueuse que l'esprit de Tinari refusa d'abord de l'envisager. Malik? Son frère? Son allié, celui qui avait organisé sa fuite? Il ne pouvait pas. Il voulait m'aider, insista-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour persuader Djabari. Il était contre ce mariage. Djabari ne répondit pas. Il se contenta de replier la carte et de la lui rendre. Mais le doute était planté, une graine vénéneuse qui commençait à germer dans le sol aride de son désespoir. Elle repensa à la conversation avec son frère, son empressement, son regard fuyant. Était-ce de l'inquiétude ou de la duplicité? Elle se souvint du talisman d'Ekel Aswad, trouvé près des roches sacrées. C'était un territoire hors des pistes que seuls ceux qui le connaissaient bien pouvaient trouver. Et le chemin que Malik lui avait indiqué passait non loin de là. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image hideuse. Le chemin secret n'était peut-être pas secret pour tout le monde. L'oasis empoisonnée n'était pas une simple erreur. C'était une destination, un piège. Soudain, la poursuite de Djabari lui parut sous un jour différent. Il ne l'avait pas traquée pour la livrer à Amastan, il l'avait traquée pour la ramener à son père. C'était son devoir. Mais le chemin que Malik lui avait indiqué, c'était autre chose. C'était un chemin qui ne menait pas à la liberté, mais une capture certaine par lesquelles Aswad, ou à une mort lente et solitaire. La trahison n'était pas la promesse de mariage de son père. La trahison avait le visage de son propre frère. Le vent se leva pour de bon pendant la nuit. Ce n'était plus un murmure, mais un rugissement sourd qui faisait vibrer le sol. Le sable commença à s'élever, d'abord en volutes fantomatiques, puis en un mur opaque et tourbillonnant. Un haboub, une des colères les plus violentes du désert. « Vite !» cria Djabari par-dessus la tempête. « Il faut trouver un abri !» Il attrapa la main de Tinari et la tira derrière une saillie rocheuse qui offrait une protection précaire. Le monde disparut dans un chaos de sable et de vent hurlant. L'air devint irrespirable, chargé de particules fines qui brûlaient les yeux et les poumons. Ils se blottirent l'un contre l'autre, non pas affection, mais par nécessité, couvrant leur visage avec leur voile, le prisonnier et son geôlier unis contre un ennemi commun et bien plus puissant. La tempête fit rage pendant des heures. Dans cette obscurité forcée, dans ce confinement étouffant, les barrières entre eux commencèrent à s'éroder. Le silence, brisé seulement par le hurlement du vent, les obligea à se parler. « Pourquoi ?» demanda Tinari, sa voix étouffée par le tissu. « Pourquoi me sers-tu si loyalement, lui qui veut me vendre comme du bétail ?» Djabari mit un long moment à répondre. « Idriss est mon aménokal. Ma loyauté va à lui et au clan. Mais je ne suis pas aveugle. Je vois que son cœur est durci par la peur pour notre peuple. Il croit faire le bon choix, même si c'est un choix cruel. »« Et toi, tu crois que c'est le bon choix ?» insista Tinari. Un autre silence. « Je crois que le destin d'une femme ne devrait pas être décidé par la peur des hommes. »
dit-il enfin. Et ces quelques mots en dirent plus que de longs discours. Pour la première fois, Tinari ne vit plus en lui le chasseur implacable, mais un homme complexe, pris lui aussi dans les raies de la tradition et du devoir. La carte, reprit Jabari. Ce n'est pas seulement l'oasis qui est un piège. Tout le trajet est une erreur. Il te fait passer par le défilé des scorpions, un endroit où une poignée d'hommes peut tendre une embuscade à une armée. C'est une route connue des pillards et des guerriers qu'El Aswad. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Tinari. La vérité était là, nue et brutale, hurlée par le vent autour d'eux. Malik ne l'avait pas seulement envoyé à la mort, il l'avait livré. Pourquoi ferait-il ça, sanglota-t-elle, le poids de la trahison l'écrasant. Mon propre frère. Amastan est riche, répondit Jabari d'une voix neutre. Il paye bien pour ce qu'il désire. Des armes, des chameaux ou le pouvoir. Peut-être a-t-il promis à ton frère une place à ses côtés quand il contrôlera nos deux clans. L'ambition est un poison plus mortel que l'eau de l'aigle mort. La tempête se calma aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le vent tomba, et un silence irréel s'installa. Quand ils émergèrent de leur abri, le paysage avait été entièrement redessiné. Les dunes avaient de nouvelles formes, les anciennes traces avaient disparu. C'était un monde nouveau. Tinari regarda Jabari. Son geôlier était devenu son seul confident. Son ennemi désigné était le seul en qui elle pouvait avoir confiance. Une trêve fragile était née dans le cœur de la tempête, une trêve qui allait changer le cours de leur destinée. L'aube qui suivit la tempête était d'une clarté surnaturelle. L'air, lavé de sa poussière, était limpide, et le soleil levant découpait des ombres longues et précises sur le sable vierge. Le monde semblait purifié, mais l'âme de Tinari était souillée par la certitude de la trahison. Elle s'assit face à Jabari, près des cendres de leur feu éteint. Le rôle de prisonnier et de geôlier semblait s'être dissous pendant la nuit. Ils étaient désormais deux personnes faisant face à une vérité dévastatrice. « Je dois savoir, » dit Tinari, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Je dois comprendre. » Jabari hocha la tête. « Parle. Dis-moi tout ce que ton frère a dit, chaque mot, chaque geste. » Tinari raconta la conversation de cette nuit-là. L'offre d'aide de Malik, ses murmures sur le chemin secret, sa façon de la presser de partir. Elle décrivit la carte, l'insistance sur l'oasis de l'aigle mort. Elle parla aussi du talisman des Kel Aswad, trouvé dans les roches sacrées, un détail qui avait semblé anodin et qui prenait maintenant une signification sinistre. Jabari écoutait en silence, ses yeux ne la quittant pas. Chaque information était une pièce qu'il plaçait dans le puzzle de sa propre suspicion. « Le talisman confirme tout », dit-il quand elle eut terminé. « Cet endroit est un lieu de rendez-vous connu pour les tractations secrètes. Malik a dû y rencontrer un émissaire d'Amastan pour finaliser son plan. Il te donne la carte, te guide vers un piège. Pendant ce temps, les hommes d'Amastan t'attendent dans le défilé des scorpions. Si l'oasis empoisonnée ne te tue pas, ils le feront. Ou plutôt, ils te captureront. » Il fit une pause, son regard se durcissant. Le plan était parfait. Tu disparais, perdu dans le désert. Ton père te pleure, mais son honneur est intact car il ne peut livrer une fiancée morte. Amastan officiellement n'a rien à se reprocher. Il exprime ses condoléances, mais en secret, il t'a. Et Malik reçoit sa récompense. Ton frère t'a vendu, Tinari. Il a vendu ton avenir pour le sien. La vérité, dite si crûment, lui coupa le souffle. C'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas une simple trahison, c'était un complot méticuleux et cruel. Elle avait fui un monstre Amastan, pour tomber dans le piège tendu par le sang de son sang. La douleur était si intense qu'elle était physique, une crampe dans sa poitrine qui l'empêchait de respirer. Elle leva les yeux vers Jabari, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Que dois-je faire? Si je continue, je suis morte ou capturée. Si je reviens? Si tu reviens avec moi, tu seras mariée à Mastin. C'est l'ordre de ton père. » Un dilemme impossible. Une cage à droite, une tombe à gauche. Mais une troisième voix commençait à se dessiner dans l'esprit de Tinari. Une voix née de la colère et de la douleur. « Non », dit-elle, et sa voix n'était plus celle d'une victime, mais celle d'une survivante. « Il y a une autre solution. Je ne fuirai plus, et je ne me soumettrai pas. Je vais revenir, mais pas comme ta prisonnière. Je vais revenir pour exposer la vérité. » Jabari la regardait, une lueur de surprise et de respect dans les yeux. La jeune fille effrayée qu'il avait pourchassée avait disparu. À sa place se tenait une femme déterminée, dont le cœur avait été brisé et reforgé dans le feu du désert. « Ton père ne te croira pas sur parole, » la prévint-il. « La parole d'une fille contre la parole de son frère aîné. »
Il me croira si le meilleur pisteur desquels Aswad se porte garant de mes dires. Il te croira si tu l'expliques que la route tracée par mon frère est une route de mort. Tu es un homme d'honneur, Jabari. Ta parole a du poids. M'aideras-tu à démasquer le vrai traître ?» La question restait en suspens entre eux, aussi lourde que le silence du désert. Jabari était face à un choix. La loyauté aveugle à l'ordre de son chef ou la loyauté à une justice plus haute. Il regarda le visage de Tinari, sali par le sable et les larmes, mais illuminé par une nouvelle flamme. Il prit sa décision. La tempête a effacé toutes les traces. Elle a changé le paysage. Elle peut aussi changer le cours du destin. Nous rentrons, ensemble. Le voyage de retour fut différent. Ils n'étaient plus la chasseresse et le chassé, mais deux alliés improbables, unis par un objectif commun. Ils partageaient l'eau et la nourriture. Jabari montrait à Tinari comment lire les signes subtils du désert. Une pierre déplacée indiquant le passage d'un reptile, la direction des ondulations du sable révélant les vents dominants, la couleur du ciel prédisant le temps. Tinari, de son côté, lui parlait des histoires tissées dans ses tapis, des légendes de son peuple que les hommes comme son père et son frère avaient oubliées, trop occupés par les jeux de pouvoir. Ils ne parlèrent plus de la trahison de Malik. Le sujet était trop douloureux, un abîme silencieux entre eux. Mais la connaissance de cette trahison forgeait leur détermination. Chaque pas qui les rapprochait du campement était un pas vers la confrontation. Tinari sentait la peur et la colère se mêlaient aux veines. Mais la colère prenait le dessus. Elle n'était plus la jeune fille qui fuyait son destin. Elle était la tisseuse qui revenait pour couper les fils du mensonge. Ils voyagèrent vite, profitant de la connaissance du terrain de Jabari. Il choisit un itinéraire direct, évitant les zones dangereuses et trouvant des points d'eau cachés que lui seul connaissait. Tinari s'émerveillait de son harmonie avec le désert. Il ne le combattait pas, il l'écoutait et se déplaçait avec lui. Alors qu'ils approchaient du territoire des Kelzer, une tension nouvelle s'installa. Le moment de vérité était proche. « Es-tu prête ?» lui demanda Jabari un soir, alors que les premières tentes de leur campement étaient visibles au loin, petites taches sombres dans la lueur du crépuscule. « J'ai peur, » admit Tinari. « J'ai peur de mon père. J'ai peur de voir le visage de mon frère. Mais j'ai plus peur encore de ce qui arrivera si je reste silencieuse. » Elle toucha le sac qui contenait la carte de Malik. C'était sa seule preuve matérielle. Le reste reposait sur sa parole, et celle de Jabari. « Quand nous arriverons, dit Jabari, laisse-moi parler en premier. Nous irons directement devant le Conseil des Anciens. La vérité doit être révélée devant tous, pas dans le secret d'une tente. » Tinari acquiesça. Elle tressa son voile, non pas pour se cacher, mais comme une guerrière préparant son armure. Le vent du désert, qui avait été témoin de sa fuite et de son désespoir, serait maintenant le témoin de son retour et de sa vengeance. Elle n'était plus une simple fille de chef. Le Ténéré Azrak l'avait mise à l'épreuve, l'avait brisée et l'avait refaçonnée. Elle était la tisseuse du désert et elle rentrait chez elle pour défaire une trame de mensonges. L'arrivée de Tinari et Jabari au campement provoqua une onde de choc. Les gens s'arrêtèrent, les conversations mururent, les visages exprimant un mélange de stupéfaction, de soulagement et de crainte. Ils ne virent pas une prisonnière ramenée de force, mais deux voyageurs déterminés marchant côte à côte. Ibris fut alerté et sortit de sa tente, son visage un orage sur le point d'éclater. Derrière lui, Malik apparut, son expression passant rapidement de la surprise à une panique mal dissimulée, lorsqu'il vit sa sœur vivante, et pire, aux côtés de Jabari. « Tu l'as ramenée » gronda Idriss en s'adressant à Jabari, ignorant complètement sa fille. « Bien, qu'elle soit préparée. Amastan, Amenokal » l'interrompit Jabari d'une voix forte et claire qui attira l'attention de tous les anciens qui commençaient à se rassembler. « Nous devons parler. Devant le conseil, ce que nous avons à dire concerne l'honneur et la survie de tout le clan Kelzahar. » La solennité de son ton et l'audace de son interruption clouèrent Idriss sur place. Un tel défi à son autorité était sans précédent de la part du loyal Jabari. Intrigué et furieux, il accepta. « Qu'il en soit ainsi, que le conseil se réunisse. » Quelques instants plus tard, ils étaient tous dans la grande tente du conseil. Idriss, les anciens, Malik, Jabari et Tinari. Cette dernière se tenait droite, la tête haute, bravant les regards accusateurs. « Jabari a retrouvé ma fille, qui a fui son devoir, » commença Idriss. « Le déshonneur ne vient pas d'elle, Amenokal, » coupa une nouvelle fois Jabari. Il s'avança et déposa la carte de Malik au centre du tapis. « Il vient de ceci. » Malik devint blême. « Ce n'est qu'une carte que j'ai donnée à ma sœur pour l'aider, dans un moment de faiblesse. »« Une carte pour l'aider »
reprit Jabari, son calme tranchant comme une lame. Cette carte la menait à l'oasis de l'Aigle Mort, où l'eau est un poison mortel. Elle la faisait passer par le défilé des Scorpions, un lieu d'embuscade notoire. C'est la route qu'on ferait prendre à un ennemi qu'on voudrait voir disparaître, pas à une sœur qu'on prétend protéger. Un murmure parcourut l'assemblée des anciens. Idriss regarda son fils, le doute commençant à fissurer sa certitude. « Ce sont des mensonges !» s'écria Malik. « Elle l'a manipulé, elle a inventé tout ça pour échapper à son mariage !» C'est alors que Tinari prit la parole. Sa voix claire et ferme emplit la tente. « Non, mon frère, le seul menteur ici, c'est toi. » Elle s'avança à son tour. « Dis-moi, comment connaissais-tu si bien ce chemin secret, toi qui n'as pas quitté le campement? Peut-être qu'un émissaire te l'a décrit? Un émissaire desquels Aswad, que tu aurais rencontré près des roches sacrées? J'ai trouvé ceci sur le chemin que tu m'as indiqué. Le chemin qui devait me livrer à Amastan. Un arrangement secret, n'est-ce pas? Tu me livres à lui, il obtient sa fiancée? Et toi, que t'a-t-il promis en échange de ton propre sang? Une part de son pouvoir? Des armes? Dis-le-nous, Malik. Quel est le prix de ta sœur? L'accusation était si directe, si précise, que Malik vacilla. La sueur perlait sur son front. Il chercha le soutien de son père, mais ne trouva qu'un regard glacial. Pris au piège, sa peur se mua en rage. « Menteuse !» hurla-t-il, perdant tout contrôle. Il dégaina son takuba et se jeta sur Tinari. Mais avant qu'il n'ait pu faire un pas, Jabari s'interposa, son propre sabre sortant du fourreau avec un sifflement mortel. Les deux lames s'entrechoquèrent dans un fracas métallique qui scella la culpabilité de Malik aux yeux de tous. Tenter de tuer sa sœur en plein conseil était un aveu. Deux gardes maîtrisèrent Malik qui se débattait en hurlant des insultes. Le silence retomba dans la tente, lourd de la vérité révélée. Le fil de la trahison avait été tiré jusqu'au bout, et le motif hideux était maintenant visible par tous. Idriss se leva lentement. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en quelques minutes. Son visage était un masque de douleur et de fureur contenue. Il s'approcha de son fils, maintenant maintenu à genoux par les gardes. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, d'une voix brisée qui était presque un murmure. « As-tu vendu ta sœur? As-tu vendu l'honneur de notre sang ?» Malik, vaincu, refusa de répondre, se contentant de fixer le sol avec des yeux pleins de haine. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. Le regard d'Idriss se tourna vers Tinari. Pour la première fois, il ne la voyait plus comme une enfant désobéissante, mais comme la victime d'un complot odieux. Il vit la force qu'il lui avait fallu pour survivre au désert et à la trahison, pour revenir et faire face à sa famille. Une lueur de respect, mêlée de honte, naquit dans ses yeux. Il se retourna vers les anciens. « Vous avez entendu, vous avez vu. La trahison a grandi sous mon propre toit, comme un serpent dans un nid. Le jugement vous appartient. » L'ancien le plus âgé, un homme dont la peau était aussi ridée qu'une carte du désert, se leva. « La loi est claire. Le sang qui trahit le sang est maudit. Malik a non seulement cherché à tuer sa sœur, mais il a conspiré avec un clan rival, mettant en péril la sécurité de nous tous pour son propre gain. Il a rompu les liens sacrés de la famille et du clan. » Il marqua une pause, son regard balayant l'assemblée. Il n'a plus sa place parmi les Kelzahar. Le jugement du sable sera le sien. Il sera banni, exilé dans le désert avec une seule outre d'eau et pas d'armes. Que les esprits du sable décident de son sort. La sentence était terrible, presque équivalente à une condamnation à mort. Un silence de mort plana sur la tente. Idriss inclina la tête, acceptant le jugement avec une gravité stoïque. « Et qu'en est-il de l'alliance » demanda un autre ancien. « Amastan attend sa fiancée. »« Il n'y a plus d'alliance » déclara Idriss, sa voix retrouvant sa force de chef. « Un pacte scellé par la tromperie et la trahison est nul et non avenu. Amastan a conspiré avec mon fils contre ma fille. Il a traité avec moi en ami tout en complotant dans mon dos. C'est un ennemi, pas un allié. Nous nous préparerons à la guerre s'il le faut, mais nous ne nous soumettrons pas à un homme sans honneur. » Il se tourna enfin vers Tinari. Il s'avança, et dans un geste qui stupéfia tout le monde, il posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Tu as fui ton devoir, » dit-il doucement, « mais tu l'as fait pour révéler un mal bien plus grand. Tu as sauvé l'honneur de notre nom que ton frère a tenté de vendre. Tu as prouvé ta force et ta sagesse. Ta dette envers le clan est payée. Tu es libre de choisir ton propre chemin. » Ces mots, « tu es libre », étaient plus doux à ses oreilles que le son de l'eau après des jours de soif. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin, mais c'étaient des larmes de soulagement, de victoire.
Le jugement du sable n'avait pas seulement condamné son frère, il l'avait libéré. Les jours qui suivirent furent une période de profonde transformation pour le clan Kelzar. Malik fut exilé à l'aube, une silhouette solitaire disparaissant dans l'immensité du désert. La nouvelle de la rupture du pacte fut envoyée à Amastan, accompagnée d'un message sans équivoque: toute agression serait accueillie par le fer. Le clan, uni par la menace et par le respect retrouvé pour son chef, se prépara à défendre son territoire et son honneur. Tinari, quant à elle, n'était plus la même. Elle marchait dans le campement non plus comme la fille de la Ménocale, mais comme une femme qui avait gagné son nom. Les autres femmes la regardaient avec admiration, et les hommes avec un nouveau respect. Elle avait affronté le désert, démasqué un traître et changé le destin de son peuple. Elle retourna à son métier à tisser, mais le tapis qu'elle avait laissé inachevé ne l'intéressait plus. L'image de l'oasis idyllique appartenait à un passé révolu, au rêve d'une jeune fille naïve. Elle coupa les fils et prépara une nouvelle trame. Jabari vint la voir un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs aussi riches que les teintures de Tinari. Il s'assit en silence à côté d'elle, regardant ses mains commencer à créer de nouveaux motifs. « Que tisses-tu maintenant » demanda-t-il. « Je ne tisse plus les anciennes légendes » répondit-elle sans lever les yeux. « Je tisse la mienne, l'histoire d'une femme qui a traversé le Ténéré Azrak pour trouver sa liberté. » Les fils qu'elle choisissait étaient différents. Le bleu profond de la nuit du désert, le sable doré de midi, le rouge sang du soleil couchant, et un fil d'indigo éclatant, de la même couleur que le voile de l'homme assis à ses côtés. « Ton père t'a dit que tu étais libre de choisir ton chemin, » dit Jabari. « Quel chemin choisiras-tu » Tinari arrêta son travail et le regarda, un léger sourire sur les lèvres. « Le désert m'a appris que le meilleur chemin n'est pas toujours le plus facile, ni celui que les autres tracent pour vous. C'est celui que l'on découvre soi-même, pas à pas. » Son regard contenait une promesse. Non pas une promesse de mariage ou d'alliance, mais quelque chose de plus profond. Une promesse de respect mutuel, d'une compréhension née dans l'épreuve du sable et de la tempête. Jabari ne dit rien, mais ses yeux répondirent aux siens. Elle se remit au travail, ses doigts dansant avec une confiance nouvelle. Le motif qui émergeait n'était pas celui d'une gazelle fuyant, mais celui de deux voyageurs, un homme et une femme, marchant côte à côte, sous les étoiles, non pas comme poursuivants et poursuivis, mais comme des égaux, traçant leur propre chemin sur les dunes infinies. La nouvelle trame de sa vie était en train de se créer, un fil à la fois, solide, complexe et magnifique. Elle était Tinari, la tisseuse du Ténéré Azrak, et son histoire ne faisait que commencer.